Bon, mais en fait, depuis la nuit des temps, les êtres humains, ils ont croisé sur leur chemin des psychotropes, des champignons, des macérations diverses, des plantes, des décoctions. Et ces rencontres, en fait, elles ont provoqué toutes sortes d'états. De l'extase, en passant par la souffrance et parfois malheureusement jusqu'à la mort. Alors, dans l'histoire de l'art, ces psychotropes, ils occupent toujours une place très particulière, puisqu'il y a des artistes qui ont décidé de représenter ces vies sous influence, d'autres qui ont cherché à comprendre pourquoi ces substances modifient notre rapport au monde, et encore d'autres qui ont tenté de produire, en fait, chez le spectateur, des expériences, des effets comparables à ces états modifiés de conscience. Alors aujourd'hui, on va parcourir quelques moments de cette histoire avant de laisser la parole à Armance au sujet de Daniel Pombrul, dont l'œuvre en fait s'inscrit vraiment dans ce contexte qui est vraiment un héritage et qui a qui s'inscrit vraiment dans une histoire complexe. Alors, je vais commencer par une figure assez proche de nous, la photographe américaine Nan Goldin, qui a souvent documenté en fait par la photo son entourage, sa famille à ce tout début, puis ses proches, ses amants, la communauté queer, les toxicomanes, des personnes aussi atteintes par le sida. On le voit ici, on le voit ici, donc dans cette photographie où elle photographie des amis. Par exemple, elle fait souvent des photos donc, qui ont lieu la nuit ou qui se passent en fait au début de journée, au réveil, dans des intérieurs, dans le lit. Donc, ce sont là-bas ses amis Johanna et Aurel, ou ce portrait d'elle-même où elle se prend, elle se photographie en fait alors qu'elle a rechuté après 6 mois de sevrage. Et actuellement, au Grand Palais, à Paris, il y a une exposition qui rassemble 50 ans de création de cet artiste et qui reprend 6 œuvres majeures, dont The Ballad of Sexual Dependency, qui est sa pièce maîtresse. Cette triple projection sirène qui aborde en fait la question de la drogue et de sa dépendance et qui propose en fait toutes sortes d'effets un peu hallucinatoires sous les effets de psychotropes. Et enfin, cette projection, enfin qui est plutôt un diaporama, Memory Lost, qui retrace en fait les addictions de Nan Goldin et son chemin vers le sevrage à travers des archives, des interviews et aussi toute la voix d'un proche qui lui laisse des messages dans son répondeur et qui parle de choses très belles parce que finalement, c'est ce qu'elle dit dans cette œuvre, c'est que nous recherchons tous en fait des sentiments de puissance, des sentiments de bien-être, le lâcher prise. En fait, dans nos vies, nous cherchons tous à apaiser la douleur, à apaiser nos peines, et ce sont des choses fondamentalement humaine. D'ailleurs, Nan Goldin, elle le dit, à 18 ans, j'ai commencé à prendre de la drogue et des photos et ça m'a sauvé la vie. Voilà, cette phrase, elle résume bien en fait cette ambiguïté un peu fondamentale que la drogue, en fait, c'est pas un simple sujet de représentation, ça devient vraiment une expérience qui a transformé le regard. Mais cette question, en fait, elle est beaucoup plus ancienne. Puisque au début du 19e siècle, il y a un écrivain britannique, Thomas de Quincey, qui rédige les Confessions d'un mangeur d'opium anglais, dans lesquelles en fait il décrit les effets de l'opium sur son imagination, sur ses rêves, sur sa perception du temps. Et puis, quelques années plus tard, le psychiatre Jacques-Joseph Moreau de Tours étudie le hashish et fonde à Paris le club des hashichins. Il faut savoir qu'au début, la prise de drogue n'est jamais utilisée pour des effets récréatifs.
il y a souvent en fait un objectif médical, où on veut soigner quelque chose. Et donc dans cet hôtel qui se trouve sur l'île Saint-Louis, l'hôtel de Pimaudan, se réunissent des artistes, des personnalités vraiment très connues, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Berlioz, Alexandre Dumas, Eugène Delacroix, Balzac et Charles Baudelaire. Tous se réunissent donc dans cet hôtel. C'est un petit peu trop vite. Et ce qui les fascine, en fait, ces auteurs, c'est pas seulement l'ivresse, ils découvrent en fait quelque chose de beaucoup plus profond, c'est que notre perception, en fait, elle n'est jamais neutre. Le monde que nous croyons voir objectivement est déjà en fait une construction mentale, et cette intuition, en fait, elle va vraiment nourrir Baudelaire dans ses paradis artificiels. Baudelaire, en fait, qui ne célèbre jamais la drogue. Au contraire, il va interroger ce que la drogue révèle du fonctionnement de l'esprit humain, et cette idée, elle va continuer à traverser tout l'art moderne, dont chez les surréalistes, donc en 1924, André Breton publie le premier manifeste du surréalisme. Les surréalistes qui ont cherché à dépasser la réalité ordinaire, et qui vont privilégier, par contre, d'autres moyens. Le rêve, l'hypnose, l'écriture automatique, les associations libres, pardon. Et en fait, leur objectif, c'est d'arriver à ce qu'ils appellent le fonctionnement réel de la pensée. Là, je fais une petite parenthèse quand même, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment explorer ce qui échappe en fait au contrôle rationnel, mais les surréalistes, en fait, contrairement au grand nombre de leurs contemporains, n'ont jamais cédé aux attraits de la drogue. C'était d'ailleurs un peu un interdit de la part d'André Breton. Il n'y a pas vraiment d'écrits qui nous sont parvenus, ou de documents, d'échanges qui nous sont parvenus, où ils discutent en fait de cet accès à un au-delà de la réalité par des psychotropes, même si certains ont pu occasionnellement expérimenter des drogues douces, le hashish, la marijuana, ou moins douces. Ce fut le cas d'Antonin Artaud, en fait, mais pour des raisons médicales. Et d'ailleurs, en fait, Aragon, dans son traité du style, dira en fait que ceux qui utilisent la drogue sont des esbrouffeurs. Il dit qu'il n'existe en fait que des stupéfiants d'image. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais parmi ces figures qui vont graviter autour de cette constellation, qui ont un peu échappé à cet interdit de Breton, il y en a quand même plusieurs. Le poète Robert Desnos, qui écrit un livre, Le vin est tiré, qu'il écrit en pleine guerre sur les intoxiqués qui sont victimes de la société. Il y a l'électron libre Francis Picabia, avec lui et Marcel Duchamp, même si apparemment il a plutôt préféré l'alcool quand même. René Crevel, qui a eu une enfance très difficile, qui était proche de Zara, de Gide, qui a écrit un très beau texte qui s'appelle Mon corps à moi. Et puis Jacques Vacher, qui me semble une figure importante pour plusieurs peut-être le lien qu'on pourrait faire avec Daniel Pomereul, puisque Jacques Vacher, très jeune en fait, va être blessé et marqué par la Première Guerre mondiale. Et c'est là que André Breton, à l'hôpital, le rencontre. Jacques Vacher, c'est vraiment un dandy en révolte. Il a publié en fait ses lettres de guerre dans lesquelles il est vraiment provocateur, antimilitariste. Il a une attitude vraiment anti-artistique. Breton dira d'ailleurs que c'est lui qui a influencé en fait le mouvement surréaliste. Il avait un dédain par rapport à la postérité, et il voulait vraiment faire de sa vie une œuvre d'art éphémère. Plutôt réussi parce que malheureusement, à 23 ans, il décède d'une overdose d'opium, et c'est vraiment juste uniquement à partir de ces lettres de guerre qu'il sera connu. Donc, il n'a pas une grande œuvre. Bon, parmi les autres personnalités, il y a Jean Cocteau, évidemment, poète, peintre, dessinateur, qui n'a jamais caché ni fait mystère de sa consommation d'opium dans sa vie intellectuelle et artistique. Il a fait plusieurs cures pour se sevrer. Il a écrit aussi un ouvrage, Opium,
dans lequel en fait il a réalisé aussi beaucoup de dessins et de croquis, dans lequel en fait on voit ces sentiments qui sont de véritables tortures, on voit des corps qui se déchirent, qui se courbent, il y a beaucoup de ratures, et puis il y a aussi ces figures tubulaires qui sont bien connues de Cocteau, où on voit en fait c'est la pipe pour fumer l'opium qui devient presque un membre en fait de son corps. Il y a une autre image jusqu'à même voilà de devenir plus indépendante, et il évoque vraiment toute cette perception provoquée par l'opium, et cette pipe va vraiment devenir un sujet récurrent tout au long de la vie de ce poète. Alors, il y a un artiste qui me paraît essentiel, surtout dans l'influence qu'il aura sur Daniel Pomeroy, c'est Antonin Artaud. Pour Artaud, en fait, l'art ne doit jamais être un divertissement. Pour Artaud, l'art doit agir directement sur le corps et sur le système nerveux. D'ailleurs, son théâtre de la cruauté ne cherche pas à raconter des histoires, mais vraiment à provoquer en fait une secousse. Artaud, qui est également une figure importante dans l'histoire des psychotropes, non parce qu'il défendait leur usage récréatif, mais parce qu'il s'interroge vraiment sur les limites de la conscience humaine, et il va expérimenter le laudanum, il va voyager au Mexique, il va découvrir le peyote, voilà, et aussi à travers plusieurs internements psychiatriques, les électrochocs. C'est quelqu'un qui va vraiment interroger tout ça, et une question finalement traverse toute son œuvre, c'est comment accéder à une vérité plus profonde que celle qui est imposée par nos habitudes sociales. Et cette interrogation, elle va marquer toute une génération d'artistes, même plusieurs générations d'artistes, et parmi eux figure le poète et peintre belge Henri Michaud, qui lui, à partir de 1955, va expérimenter la mescaline, qui est un hallucinogène très puissant, qu'on trouve dans certains cactus comme le peyote. Mais ce qui distingue Henri Michaud, en fait, c'est sa méthode. Henri Michaud, il observe, il note, il dessine, et il décrit vraiment minutieusement les accélérations de sa pensée, les déformations de l'espace, les transformations en fait du temps. Il va réaliser des centaines de dessins sous ou après mescaline, alors surtout après, parce que je pense qu'il s'est rendu compte que pendant, en fait, tout allait beaucoup trop vite. Donc, il faut à un moment donné que ça redescende un petit peu pour illustrer, en fait, ses délires. Mais il tente vraiment d'enregistrer, en fait, une expérience intérieure. Il a également réalisé un court-métrage qui s'intitule « Images d'un monde visionnaire » avec Éric Duvivier, un film en fait sur les hallucinations visuelles qui sont produites par les drogues et qui cherchent à donner aux spectateurs les effets en fait ressentis lors d'hallucinations. Et le fait de vouloir aussi filmer et faire ressentir aux spectateurs ces sensations, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez plusieurs artistes, dont Paul Breuil. Donc cette question en fait de la perception, elle va continuer d'intéresser les artistes et même des artistes contemporains. C'est le cas par exemple de David Brognon et Stéphanie Rollin, lorsqu'ils vont travailler autour de salles de consommation à moindre risque. Donc, ils vont récupérer en fait dans des salles de shoot au Luxembourg des véritables tables en acier inoxydable, donc très froides, hygiénique, très pragmatique, très simple. Ces tables qui sont utilisées par les toxicomanes et qui portent encore les traces en fait d'utilisation, et que ces objets qui deviennent des véritables sculptures et qu'ils associent à différents objets, comme par exemple ici à cette pyrite, une pierre semi-précieuse en fait qui a été confondue par les chercheurs d'or dans la seconde moitié du 19e siècle, qui pensaient avoir trouvé le métal précieux et qui s'étaient laissés berner par son éclat. Une autre table est associée à ce petit objet qui est connu sous le nom du miroir de Claude Lorrain. C'est un petit miroir avec
un miroir en fait convexe qui permettait aux peintres de paysages du 18e siècle, de pouvoir observer et peindre le paysage sans devoir en fait tout le temps se retourner et devoir recadrer, resituer leurs gestes. Donc, toutes ces métaphores, en fait, parlent de désir, de projection, d'illusion, de promesses non tenues finalement. Alors, il y a d'autres artistes qui vont s'intéresser davantage aux mécanismes perceptifs. C'est le cas du biologiste et artiste Karsten Oller, qui construit, en fait, depuis les années 90, des dispositifs qui vont volontairement déstabiliser notre rapport au réel. Donc, par exemple, ici, il proposait aux visiteurs de porter des lunettes qui ont un système de miroir qui inverse en fait notre regard sur le monde. Alors, dans l'image suivante, on voit un grand mur avec toute une série de lampes qui étaient capables en fait de provoquer des phénomènes proches d'hallucination. Une autre œuvre, voilà, vous voyez, il proposait ici aux visiteurs de se placer sur le dos avec la tête dans un aquarium ou se déplacer des petits poissons. Encore, voilà, ici, on pouvait tester les lois de la pesanteur. Oh, ça nous ferait du bien, là, maintenant, tout de suite, de tester cette installation. Ou bien alors des grands toboggans, on partait du toit du musée et on arrivait sur le parvis, mais en criant, en fait, et pour lui, en fait, descendre un toboggan, il dit qu'on émet en fait des cris de joie qui sont vraiment des cris de joie purs. Une autre installation encore où on arrivait après avoir traversé un long tunnel très sombre dans une salle où vous voyez des énormes champignons inversés et donc tous nos repères et notre équilibre étaient bouleversés. Donc chez Karsten Oller, l'œuvre devient vraiment une expérience et le visiteur n'observe plus, en fait, il traverse quelque chose. C'est le cas chez l'artiste aussi japonaise Yayoi Kusama qui a développé donc, ces environnements dans les années 1965-66, donc au plus haut du mouvement psychédélique. Et en fait, le visiteur pénètre vraiment en fait dans le tableau, dans l'œuvre. On est dans des formes organiques, des reliefs, elle ajoute des miroirs et donc là aussi on est complètement en perte d'équilibre. Alors, encore des champis, les deux artistes suisses, Peter Fischli et David Weiss, qui ont commencé à collaborer dans les années 1979, se promenaient dans des potagers, des jardins, en repérant des objets, souvent des plantes et des insectes, qu'ensuite ils photographiaient chacun à leur tour, en allant jusqu'au bout de la pellicule, qu'ils rebobinaient et puis ils recommençaient. Ils développaient ensuite la pellicule sans savoir ce qu'ils allaient y trouver, sauf en fait une multiplication de prises de vue qui se superposaient sur la pellicule et qui vont donner des images comme ça un peu flottantes. On se croirait dans une espèce de monde éveillé. Alors en Belgique, alors un autre artiste belge bien connu, Francis Alice, qui a réalisé en 1996 une œuvre qui s'appelle le narcotourisme. Il décide en fait de tester chaque jour une substance différente et de parcourir la ville sous influence. Francis Alice, c'est vraiment un artiste marcheur qui a beaucoup travaillé la déambulation, etc. Donc, par exemple, ici, il y a un rapport. Le 5 mai, il a testé l'alcool. Il aurait dit qu'il rencontre des difficultés à connecter son état mental à son corps. Le 6 mai, il prend du hashish. Il dit tout est énormément drôle. Le 7 mai, du speed. Il est pris de paranoïa. Il évite les rencontres dans la rue. Le 8 mai, il prend de l'héroïne. Il dit que la substance lui permet de briser la glace et de se sentir en phase avec le lieu. Le 9 mai, il prend de la cocaïne. Son acuité auditive est augmentée. Le 10 mai, il prend du Valium. Là, il se sent asthénique. Et enfin, le 11 mai, il prend de l'ecstasy et il se sent l'épicentre du monde. Et puis, pendant une semaine, il plonge dans une profonde dépression. Et c'est pas étonnant vu le cocktail là, qu'il s'est imposé. Ce qu'il dit, en fait, c'est que s'il a fui l'Europe, c'est parce que ça le mettait vraiment dans un état de mélancolie et de mal-être, et qu'en revenant, en fait, à Copenhague pour cette exposition, il voulait retrouver... En fait, il voulait être mentalement absent et physiquement présent, et c'est ce qu'il voulait
voilà, enquêter et expérimenter. Il interroge quand même aussi donc les transformations de la perception et comment un lieu en fait pourrait changer lorsque celui qui le traverse change lui-même. Et cette question en fait, elle va nous conduire chez Jean-Jacques Lebel, poète, agitateur culturel, organisateur des premiers happenings en Europe. Lebel qui va très tôt s'intéresser aux expériences psychédéliques. On en reparlera peut-être un petit peu après. Pour lui, en fait, les états modifiés de conscience vraiment participe en fait d'une remise en question plus générale des normes sociales, des normes artistiques, des normes politiques également. Ces happenings vont mêler poésie, corps, expérimentation, musique, participation collective aussi, et toutes ces altérations du regard et de la perception du monde. Alors ces expériences, elles vont croiser celles d'un autre artiste, Daniel Pomeroy. Tous deux vont participer à l'effervescence artistique des années 1960. Ici, c'est un collage, parce qu'ils ont réalisé de nombreux collages ensemble sous l'influence du LSD. Ils ont réalisé des happenings ensemble aussi. On voyait cette jeune femme juste avant, voilà, sur laquelle est versée, je pense, enfin, je ne sais plus quelle substance, je ne sais pas du LSD, enfin, c'est complètement... il faut dire aussi que dans ces années, ce sont les actionnistes viennois aussi qui font énormément de performances très radicales, très violentes. Donc ils sont vraiment dans tous deux fréquentent ces mêmes milieux de l'avant-garde. Mais si, là on peut passer, même si une amitié sincère les liait, leurs démarches sont très différentes. Chez Lebel, l'altération de la conscience est souvent liée à une émancipation collective, alors que chez Pomeroy, ces questions vont prendre une tonalité toute particulière, beaucoup plus sombre, plus violente, plus existentielle. Et c'est précisément cette expérience qu'on va maintenant explorer avec Armance. Avec plaisir. Est-ce que j'enchaîne ou est-ce que tu voulais poser une manière de faire un lien entre Lebel et Pomeroy pas plus que leur amitié, que l'amitié qui les lie, en fait, qu'ils se connaissent depuis Jean-Jacques Lebel, c'est un artiste important au début de l'œuvre de Pomeroy. Et les choses, ce que je retiens de tout ce que tu as dit, qui était très riche, qui a survolé un contexte très large avec beaucoup de problématiques différentes, c'est les notions, l'expérience, la remise en question des normes et des carcans, des modes de pensée, et l'expérience qui peut être une expérience douloureuse et un voyage intérieur qui peut être un voyage vers l'ailleurs aussi. Ça rejoint, je trouve, beaucoup des artistes que tu as mentionnés, et c'est ce qui est au cœur de l'œuvre de Daniel Pomeroy. Donc quand même, pour présenter qui est Daniel Pomeroy, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, vous avez sans doute vu certaines de ses œuvres au premier étage si vous avez déjà vu l'exposition. Il est né en 1937, il est français, il est mort en 2003. Il grandit à Sceaux, il est né à Sceaux, donc dans la banlieue de Paris, et très vite il va s'installer avec sa mère et ses frères et sœurs rue de Lille à Paris, où il est le voisin de Max Ernst, de Tristan Tzara aussi. Donc c'est un entourage, un environnement surréaliste très vite. Et dès 15 ans, il quitte l'école, il va beaucoup dans les cafés, dans les bars, il se forme vraiment la nuit dans les clubs de jazz, et la journée, il va à l'Orangerie, au Louvre, et il regarde énormément Gustave Moreau et Odilon Redon aussi, où il y a une exposition à l'Orangerie dans ces années-là. Donc c'est voilà, le milieu des années 50, sorti de la guerre, c'est quelque chose de fondamental dans sa formation. L'expérience de enfant, les bombardements et la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, à 20 ans, il sera envoyé faire son service militaire en Algérie. Donc la guerre est le revers de l'exploration heureuse, de la fête, etc. Donc la drogue, elle vient, je le dirai après, mais elle vient sans doute répondre ou effacer ou oublier des traumatismes qui sont très tôt, dès l'enfance, sous les bombardements, parce qu'il en parle lui-même, même s'il le dit très peu, puisque comme beaucoup d'artistes de cette génération, il ne parle pas de ça, il parle d'Antonin Artaud,
du surréalisme et d'André Breton qu'il rencontre et de Marcel Duchamp qu'il côtoie, etc. Il côtoie tous ces artistes, mais ce n'est pas un artiste autodidacte. Il fait des études. Il fait des études, et donc ce qui est crucial dans la rencontre avec Jean-Jacques Le Bel, c'est que en fait, il rencontre tout un milieu artistique quand il a 15 ans. Jean-Jacques Le Bel, Alain Jouffroy, qui a donc fait l'exposition en 1976, Le Rendez-vous des Amis, qui était un poète, un critique d'art, qui a conçu beaucoup d'expositions et qui était très proche des surréalistes, qui a après quitté le surréalisme. Et donc, il se forme auprès de ces artistes-là et à Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, très vite, voilà, à 57, il est envoyé faire la guerre d'Algérie, donc une guerre de décolonisation qui le confronte en 57 à la question de la torture. Avant son départ, son départ en Algérie, il se met à peindre dans l'appartement de ses parents. Il peint, on le voit là, je pense que c'est juste après son retour de la guerre d'Algérie. Il peint des peintures de nuages, donc des séries de nuages et des crépuscules. C'est une peinture visionnaire, un monde onirique. Il y a une toile au premier étage que je vous invite à voir qui date de 59-60. Il en fait une dizaine, j'en connais pas plus, qui sont toutes conservées, qui étaient dans la famille de l'artiste, en fait, qui sont vraiment les premiers travaux et qui sont marqués par ces visions d'Odilon Redon. Donc un paysage intérieur, il y a vraiment l'idée d'une peinture intérieure, d'une peinture de paysage mental, très évanescente et très liée à la vision d'une intériorité et d'un monde onirique qui va très vite rencontrer l'expérience de la drogue, puisque c'est dans ces années-là, un peu avant le départ en Algérie et clairement après, au retour de la guerre d'Algérie, qu'il plonge dans ce qu'il appelle le fin fond du moi-même mental, c'est-à-dire qu'il plonge dans toutes les expériences possibles et imaginables de drogue qui vont lui permettre d'explorer les voies de la perception et de développer aussi son œuvre. C'est une expérimentation croisée. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis sur l'image précédente, il fait un schéma donc un peu plus tardif en 1966 qu'il appelle les branches essentielles de la création d'une autre mesure, qui est en fait sa généalogie personnelle d'artiste. Et avant son propre nom, il écrit le LSD. Donc ça montre quand même l'importance à cette époque-là des substances psychoactives et du LSD, qui n'est pas encore interdit en France, il le sera en 1968. Dans ces expérimentations, il y a Marcel Duchamp, il y a Yves Klein, donc toute une généalogie d'artistes très importante qui travaillent les objets, la peinture aussi, Schwitters, mais aussi Delacroix, dont on parlait tout à l'heure, qui faisait partie du cercle des poètes des Hachichins. Et voilà, ce paysage qui se dessine. Donc Daniel Pomerol, il rentre de la guerre. Je voulais juste vous lire une phrase qu'il raconte, parce qu'il parle très peu de son expérience en Algérie, qui pourtant, à mon avis, est fondamentale pour comprendre son œuvre. Et donc il raconte « J'étais tellement assommée que c'était les limbes. Oui, les limbes, véritablement. À peine arrivée, j'ai rencontré le monde de la peinture. Le Bel, Jouffroy, Mata, Ikili, Max Ernst, au moment où j'étais vide. Je ne pensais même pas à des pinceaux, faire un dessin, que c'était une chose qui continuait à m'intéresser, que j'avais laissée avant l'Algérie. C'était un vide total, et le hasard a fait que je rencontre des gens qui, eux, n'avaient pas cessé une seconde de penser à ça du matin au soir et du soir au matin. » Et donc, en fait, il arrive, il est vidé, il a été confronté à la torture, donc il est complètement traumatisé, il a 22 ans, il reprend ses pinceaux et il fait ses peintures. Donc là, Raphaël, tu peux montrer ses peintures. Il y a Le Buveur de thé, 1960, Le Buveur de thé, donc un paysage mental, des vibrations colorées, et au centre, un œil qui nous observe, qui est vraiment la peinture de la vision, et qui nous confronte en fait à la vision et à cet œil qui est aussi l'œil intérieur, en fait, ce que Alain Jouffroy a appelé le regard mental, ou alors des formes de larves, tout un monde aussi terrestre qui peut faire penser encore une fois à la peinture d'Odilon Redon, qui l'inscrit comme ça dans cette grande lignée dont on a parlé un peu, très proche des surréalistes. Et donc,
juste un mot sur Redon ou Gustave Moreau, qui sont les peintres qui regardent à cette époque-là. Leur but, ce qu'ils cherchent, c'est montrer des visions intérieures et accéder à l'infini. Et en fait, la drogue, c'est ça. C'est aussi une manière d'accéder à un inconnu, à un invisible, à l'infini. Donc, chez Redon et chez Moreau, ça passe par la peinture et des voies poétiques, oniriques. Chez ces artistes, ils vont expérimenter des substances qui vont accélérer, qui vont être des accélérateurs de perception pour essayer de toucher l'insaisissable, l'infini. Donc, c'est vraiment une dimension existentielle aussi qui préoccupe évidemment Pomerol. Si on avance un peu dans la chronologie, donc en 61, avec Jean-Jacques Lebel et une trentaine d'artistes, participent. Henri Michaud, entre autres. Ouais, puis Ikili aussi que je citais. Il fait une expérience sous le contrôle d'un psychiatre. Donc là, il prend de la psilocybine. Donc c'est un champignon hallucinogène et le psychiatre note les effets que fait l'expérience de la prise de ce champignon sur la perception de l'artiste, et il consigne pour tous les artistes pour voir si ça modifie ou pas l'expérience créatrice, si ou pas le motif est changé. En fait, on voit ici qu'il il continue de faire à peu près la même chose, et c'est le cas en fait en général, c'est-à-dire que ça ne fait qu'exacerber un mouvement qui existe déjà chez l'artiste en train de créer, et on retrouve toujours ce nœud central et les vibrations colorées et le motif du cercle et le motif de la spirale qui va être obsessionnel chez Pomerol. Il y a quand même un truc très intéressant, c'est que ces expériences, elles sont faites à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Oui. Elles sont menées par un psychiatre qui s'appelle René Robert, qui avait lui-même expérimenté en fait plusieurs substances. La psilocybine, c'est une substance qui est utilisée pour traiter par exemple la schizophrénie. Par exemple, l'artiste Yunika Zone, qui a été la compagne de Hans Bellmer, elle a été soignée là-bas avec, par exemple, parfois cette substance. Et donc, il y a aussi toujours ce rapport avec la médecine, avec la psychiatrie. Au départ, il y a beaucoup de médecins qui utilisent en fait ces substances, ces drogues, sur des aliénés, avec ou pas souvent leur consentement. Et puis de là, en fait, ils vont commencer à étudier les effets sur la perception, puis contacter des artistes, et tout ça est fait vraiment selon un protocole, et parfois qui a été même gênant. Je pense que Daniel Pomerol, dans le rapport qu'il en fait, il le dit. En fait, ils sont dans un bureau ou une salle, et il y a des médecins devant lui qui lui donnent le produit, et puis qui sont un petit peu là, en train de l'observer et d'attendre ce qui se passe. Et donc, au départ, il dit même que c'est un peu gênant, parce qu'évidemment, il faut que le produit prenne, mais c'est quand même particulier, ce lien aussi psychotrope, psychiatrie, dans un hôpital, et puis le lien avec la création. Ouais. Et ça fait ressortir des choses qui sont centrales dans l'œuvre, c'est-à-dire, j'ai pas le temps de lire la description, mais c'est assez drôle. Il parle du feu, il parle du motif du cercle qui l'obsède et dont il veut sortir parce qu'il veut briser le cercle, et c'est vraiment cette envie de sortir de soi-même, de briser le carcan, de casser les normes. Enfin, c'est prendre des drogues pour faire exploser quelque chose, et ce quelque chose, c'est aussi l'expérience de la guerre, l'État qu'il a envoyé faire la guerre. Il est extrêmement en 1968, il va être extrêmement actif, il va être sur les barricades, donc c'est un révolté, une vraie révolte intérieure qui s'exprime là. Il le dit aussi, votre drogue me fait parler, mais je résiste, je voudrais sortir du cercle, sortir de moi-même. Et donc prendre de la drogue, c'est sortir de soi-même et exprimer, pour exprimer ce qui est à l'intérieur de lui, ce qui est donc cette œuvre qui va développer jusque dans les années 2000 et qui va prendre plein de formes. Donc si on avance un peu dans la chronologie, donc là on était en 61, il part en 60-61, il fait des grandes spirales, donc là il sort du cercle littéralement, des œuvres qui prennent le corps tout entier. Le corps est vraiment une donnée fondamentale pour comprendre aussi les œuvres de Pomerol, qui sont visuelles mais qui s'adressent tout le temps au corps dans ces années-là. Là, on pense aussi à Pollock. Il faut voir aussi c'est assez drôle parce qu'il a des lunettes de soleil, donc il peint comme s'il était sous LSD, des grandes spirales mauves. Et il est pris dans une forme de vertige.
Daniel Pomeroy, il est connu pour une œuvre dangereuse, violente, qui n'est pas encore là, mais qui va apparaître dès 1965. Et il travaille beaucoup la question du vertige et du danger. Et donc là, il est déjà aspiré par cette spirale qui peint à perte de vue, et il est dans cette quête de l'infini. À ce moment-là, il vit aussi chez lui avec une grande œuvre d'Henri Michaud, qu'il connaît bien et qu'il fréquente. Et donc, c'était un dessin mescalinien, comme on en a vu, avec ses vibrations, et ces dessins très, très tremblants, et en même temps qui aspirent complètement. Il l'avait juste au-dessus de son lit. Donc, il y a ce lien très fort entre l'expérience... Il fait chaud? Non, c'est chaud d'avoir ça au-dessus de son lit. Ah. Oui, mais on sent ça, voilà, il y a un désir à la fois de se lancer corps et âme dans l'expérimentation, et en même temps, c'est aussi une fuite et une volonté d'oubli par rapport à l'expérience de la guerre qu'il vient de faire. Il y avait quelque chose par rapport à ça que moi j'avais envie d'aborder avec toi, c'est la vitesse. Oui. En fait, la plupart des artistes qui en fait créent sous influence, on voit qu'en fait ils utilisent souvent du papier. Et des crayons, de l'encre. On n'a pas de sculpture, en fait, on n'a pas de gros objets lourds. Et parce que la pensée, la main, tout va très vite. Mais la vitesse qu'on retrouve ici dans les spirales ou chez Pomeroy, elle a aussi quelque chose de beaucoup plus profond que juste le lien à l'instrument ou à l'outil du moment, parce que c'est l'obsession. En fait, c'est l'obsession, c'est de créer la forme, l'œuvre d'art qui va être aussi exacte que la pensée, qui va aller à la vitesse de la pensée, ou alors l'œuvre d'art qui va être aussi juste que le moment présent qu'on est en train de vivre. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il cherche là quand il fait ces grandes spirales qui rappellent en fait aussi l'action painting, c'est-à-dire que l'œuvre n'est plus c'est évidemment une œuvre à contempler, mais c'est une œuvre qui nous emporte, c'est une œuvre qui nous aspire, et c'est une œuvre qui met en tension en fait le regardeur, le corps, et très vite c'est ce qu'il va faire en permanence en fait, c'est de questionner la place du regardeur, du spectateur. Donc oui, la vitesse c'est fondamental, et d'ailleurs on va le voir dans les œuvres qu'il fait ensuite en 1962. Donc, dans les années 60, il est entre l'Italie et Paris avec ces artistes, donc Jean-Jacques Lebel, Hérault. C'est Hérault qui l'emmène à Venise. Hérault, il expose beaucoup à Venise, il fait carrière à Venise, et Pomeroy est complètement déprimé. Il commence à prendre aussi de l'héroïne à ce moment-là, et donc il emmène Hérault dit à Pomeroy, viens avec moi. Il se réveille pas, enfin il m'a raconté ça, c'était très drôle, il a dû lui téléphoner 10 fois pour qu'il prenne son train. Finalement ils arrivent à Venise, et c'est un moment très beau, très important dans l'œuvre de Pomeroy, puisqu'il va avoir sa première exposition, et il réalise ces grandes encres qui sont par définition donc justement ces dessins réalisés avec un médium fluide, où vraiment le pinceau suit le mouvement de la pensée et le flux de la conscience. Donc on est dans ces spirales, dans ces réseaux, ces volutes aussi, on peut penser à des volutes de fumée. Et bien sûr, ces œuvres-là dialoguent très bien avec celles de Jean-Jacques Lebel, avec celles de Michaud, avec Unique Azone, avec Bernard Réquichot, donc tous ces artistes qui, par le tracé, par le médium de l'encre de Chine, tracent le flux de la conscience, en fait. C'est vraiment ça. Et il se trouve que là, en 62, il prend du hashish et il fait comme Henri Michaud, c'est-à-dire qu'il expérimente les visions qu'il a sous hashish et la manière, le dessin sous l'influence du hashish. Donc c'est très caractéristique de dessin sous hashish. Et dans ses écrits, dans les lettres qu'il adresse à Hérault et dans les écrits, il raconte ses expériences. Alors je vais quand même vous lire ce passage parce que ça dit vraiment ce qu'il cherche à ce moment-là. Venise, le point d'interrogation. Bonjour, c'est fou, c'est lucide, c'est calme, grinçant. Impossible de savoir la différence entre le raisonnable et le déraisonnable. Vision complètement approfondie. C'est un peu comme si tu avais 666 yeux supplémentaires. C'est vraiment ça. Il cherche à avoir 666 yeux supplémentaires. Hier, la ville submergée entièrement. Chaque passage, couloir, rue pleine d'eau. Tous les gens avaient des fleuves de verre jusqu'à mi-cuisse.
le courant de la mer dans tes jambes, plus personne n'avait de pied. Tout ceci dans une lumière d'une force qui t'oblige par moments à fermer les yeux. En fait, c'est l'Aqua Alta quand il est à Venise, mais on a l'impression que c'est une hallucination aussi sous hashish ou sous LSD. N'ayant pas de bottes, Héro et moi, nous nous sommes promenés pieds nus, pantalons aux genoux pendant une longue partie de la matinée, complètement projetés par un vent du large. C'est formidable, c'est immense, c'est très fort. C'est très, très fort. Mélange d'ignominie immaculée. On ne peut pas d'habitude taire complètement ces remontrances aux étoiles. Depuis 8 jours, chaque journée qui a passé, une lettre du mot habitude disparaissait avec le soir. Tu réinventes le geste. Je suis à la Casa Frollo, à l'intérieur ocre, où les 2 fenêtres donnent sur la Piazza San Marco. Et l'idée de faire disparaître l'habitude, c'est ça. La drogue est aussi ce qui va permettre de briser l'habitude et de faire, de lever toutes les barrières qu'on a dans le cerveau pour créer. C'est comme ça qu'il va inventer des nouvelles manières de peindre. Et donc, si on avance dans le temps, on voit donc les lettres. Bon, c'est des images d'archives, mais je vais un peu avancer. Voilà. Très vite, il va arrêter de dessiner. Il va jamais cesser de peindre, mais il va complètement réinventer sa pratique. Et en 62, donc c'est vraiment la même année, il revient à une figuration. Il se met à assembler des objets. Et là, dans ce dessin en particulier, on voit apparaître une lame de rasoir et des seringues, donc 2 éléments qui sont à la fois les lames de rasoir et les seringues qui renvoient directement à la torture en Algérie, à la violence qui traverse toute l'œuvre et qui vont aussi être des ustensiles de la drogue. Donc il y a cette polysémie des objets qui disent, on peut lire cette œuvre sous deux angles, l'angle de l'expérience d'une drogue faite à ce moment-là, ou le traumatisme de la guerre et de la torture. Et si on avance, donc ça me permet de vous montrer ces œuvres de 65, où Daniel Pomeroy utilise ses premières lames de rasoir. Il est connu, les œuvres les plus connues de Daniel Pomeroy sont celles avec des lames de rasoir, des lames de couteau, des objets tranchants. Et je voulais montrer des objets de prémonition qui sont les objets qui fait 10 ans après l'objet hors saisie. Ils en avaient un en haut, un autre, c'est une série de pots de peinture vides, sertis de plomb et blessés, armés de lames de couteau, de lames de rasoir, avec le titre qui est vraiment aussi très lié au surréalisme, objets de prémonition. Donc c'est des objets à fonctionnement psychique, c'est des objets qui nous attirent, qui suscitent notre envie de les toucher, qui peuvent nous blesser et qui sont chargés un peu comme des totems d'une puissance magique. Donc là encore, il y a ce rapport à la création et au processus créatif, il passe par un rapport aussi à d'autres voies que la raison et les voies de la magie, les voies du mystère. De l'alchimie aussi. De l'alchimie, avec l'usage peut-être du là, plomb. on risquerait de déborder, mais il utilise le plomb. C'est lié, en fait. C'est quand même... voilà, c'était une parenthèse pour vous montrer une suite de l'œuvre et pour aussi voir un peu différemment les œuvres qui sont exposées au premier étage. Un portrait par Frédéric Pardo, un des grands compagnons de route de Daniel Pomeroy, avec qui il a pris beaucoup d'opium et qui peint Pomeroy ici avec Monkey, donc le singe des junkies sur l'épaule. Donc c'est quand même un portrait frappant, parlant. Il a d'ailleurs l'air aussi très marqué, très abîmé dans les années 70. Il se drogue énormément. C'est à ce moment-là qu'il va cesser en fait de se droguer et après il va quitter l'héroïne, etc. Et avec la planète Saturne qui le relie à toute la généalogie des artistes saturniens, donc les poètes mélancoliques qui traversent le fleuve l'été, ou enfin voilà, donc il revient des limbes et il traverse. Il y a vraiment cette idée de la traversée chez Daniel Pomeroy. Je crois que tu as prononcé le mot tout à l'heure. La drogue, c'est une traversée. Enfin, le voyage intérieur, c'est cette manière de traverser la vie, l'expérience vitale. Comment on traverse un deuil, voilà. Ouais. J'aimerais juste, en fait, il faut que j'avance parce que sinon vous allez être assommés, mais arriver aux objets de tentation, qui sont les œuvres quand même qui expliquent pourquoi Daniel Pomeroy aussi est associé à cette thématique. Donc là, des images des happenings où il utilise son corps de toutes les manières possibles.
des images avec Brian Jones des Rolling Stones, donc il était très proche en 1966. Donc, et qui sont importants quand même parce qu'il y a toujours un rapport au corps, même quand il fait un objet, il faut qu'on le prenne, il faut qu'on se coupe. On a vu un extrait du film La collectionneuse, mais Daniel Pomeroy, c'est quelqu'un qui a joué dans pas mal de films, il a été comédien, donc il y a vraiment un rapport au corps, à l'expérimentation. En fait, c'est une suite logique à ce qu'il va proposer plus tard au public. Alors, en mai 1966, c'était aussi un détail, mais qui n'est pas rien. Il doit présenter une œuvre au Salon de Mai, et lui, il arrive avec un péché en fleurs en disant qu'il veut faire rentrer le vivant au musée. Donc là, toujours cette dimension vitale d'expérimentation qui fait scandale, il fait la une des journaux. C'est un moment important, c'est un moment où Daniel Pomeroy est très connu et très regardé par tous les jeunes artistes. Et donc ça, c'est en mai. Et en octobre, il fait donc les objets de tentation à la galerie Matthias Fels, octobre 1966. Jusqu'au jour du vernissage, il n'avait absolument pas dit aux galeristes ce qu'il allait présenter dans l'exposition. Il y avait donc un mystère. Sur le carton d'invitation, il y a juste écrit son nom, pas de texte, rien. Et en fait, il a présenté sur des tablettes toutes les substances possibles et tous les objets de drogue pour inviter les visiteurs de la galerie à prendre des drogues et à faire eux-mêmes ce voyage intérieur. Donc là, c'était une très grande provocation dans l'idée que l'œuvre d'art n'est plus une œuvre à contempler, mais c'est une œuvre à vivre, c'est une expérience à vivre. C'est une exposition, mais c'est une exposition qui a duré une soirée, donc en fait, c'est une exposition happening, c'est une performance en soi. C'est un questionnement sur la place du visiteur qui doit être actif. Ça, c'est très important parce que c'est le moment dans les années 60 où les artistes invitent les spectateurs à ne plus être juste des spectateurs, mais à devenir performants, actifs, à prendre part à l'expérience de l'œuvre. Et c'est aussi une critique totale du marché de l'art puisqu'il n'y a strictement rien à vendre et qu'en plus, l'exposition a dû être surveillée par la police puisqu'il avait aussi aspergé je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais il avait aspergé les murs d'éther pour que le public soit complètement plongé dans une forme de transe ou hallucinogène. Donc voilà, pour la raison de la présence de Daniel Pomeroy, il a fait cette œuvre qui a été importante et qui est unique dans son dispositif. En fait, c'est vraiment un moment important de son œuvre et je pense d'une certaine histoire de l'art. Et on retrouve d'ailleurs une lame de rasoir, une seringue. Donc voilà, tous ces objets après qu'il va détourner et dont il va se détacher ensuite puisque toute l'œuvre qui suit dépasse complètement la problématique de la violence et du mal-être aussi, ou de la provocation. Et il y a toute une œuvre ensuite dans les années 80 extrêmement belle. Donc vous avez en haut aussi une sculpture en verre qui est toujours tranchante, coupante, et qui essaye de capturer la lumière qui passe. Donc il y a toujours cette envie de faire des œuvres très vivantes, mais qui ne sont plus du tout sur ce registre scandaleux de la provocation et des psychotropes. Pour conclure, avant d'ouvrir des questions, peut-être... Non, peut-être il y avait aussi le film qu'on ne va pas évidemment projeter. On a quelques images peut-être, mais dans ce truc où chez Pomeroy, tout passe par le corps et donc le mène à l'expérience du cinéma, à la vitesse dont on a parlé. Le film Vite, c'est aussi toute une expérience de transe qui s'inscrit dans une suite de films réalisés, on l'a vu, par Michaud, David Évrard, où en fait les images sont... il critique d'abord beaucoup, il est avec un enfant, on peut passer peut-être quelques images, et alors il y a une critique de la colonisation, et puis alors il répète des mots très, très, très violents, il dit il manque de hauteur, il manque de distance, il dit les chiens ils crachent comme ça, et puis il y a une scène où, comme une transe, la musique aussi est très importante, il y a une bam, musique un peu tribale, très prenante comme ça, et avec des effets où le sable glisse sous ses pieds, la lune qui est aussi un élément qui c'est-à-dire revient. que comment est-ce qu'il a, ce contexte est important peut-être d'expliquer comment il a réalisé c'est 3 ans après, mais le lien peut-être à faire, c'est justement dans l'idée de toujours placer le spectateur dans un état lui-même
qui d'une part va le mettre dans un état second ou modifié par soit des plans très contemplatifs, soit des musiques de trance, soit une forme d'agressivité qui au contraire va le réveiller. Mais tout est dans l'art comme une expérience. C'est vraiment et donc la drogue est un moyen de multiplier, de transformer cette expérience, d'avoir 666 yeux supplémentaires. Là, on le voit, oui, voilà, il est comme en transe, en train de faire des cercles dans le désert. Mais c'est toujours une expérience pour lui-même, l'art étant une manière d'apprendre à se connaître soi-même. Prendre des drogues, c'est aussi une manière d'apprendre à se connaître soi-même. En tout cas, il le vit comme ça. Et l'art est la grande manière d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître le monde et d'apprendre à connaître l'autre aussi. Donc ce film, il parle de ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?